La femme la plus riche de France souffre-t-elle de faiblesse psychologique? C'est la réponse à laquelle la justice va à terme devoir répondre. Pas facile de laver son linge sale en famille, surtout quand on est riche et célèbre. Liliane Bettencourt l'a appris à ses dépens en se retrouvant à 87 ans à la une des journaux grâce à sa propre fille, Françoise, inquiète de la voir offrir au photographe François-Marie Bagné l'équivalent d'1/10 de la fortune familiale, preuve selon elle d'un abus de faiblesse. C'est quelqu'un de vif, de drôle, de sensible, et je souhaite à tout le monde d'avoir des amis aussi intéressants que Madame Bettencourt. Si sa fille lui rendait visite, elle s'en rendrait peut-être compte. Ils auraient pu se croiser au tribunal car dans la famille Uderzo aussi c'est la zizanie. Le fond de l'affaire, un désaccord de la fille sur la vente par le père d'Astérix au groupe Hachette. Résultat, Albert a licencié Sylvie pour faute grave et Sylvie a fait condamner son père au prud'homme. Une brouille digne de Dallas qui pourrait à terme lui faire perdre un précieux héritage, les droits d'auteur. Dans le droit d'auteur, il y a deux volets, le droit moral, le droit patrimonial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le droit patrimonial, c'est le droit à toucher une rémunération, tout simplement, qu'on s'appelle l'auteur ou qu'on s'appelle ses ayants droit. Le droit moral, c'est autre chose. C'est un droit sur l'intégrité de l'œuvre. Et qui permet en l'occurrence à Yoko Ono de vendre l'image de John Lennon à un constructeur automobile, comme l'avait fait avant elle Claude Picasso avec la signature de son père. Dans le fond, quand vous héritez d'un château ou d'une toute petite maison, peu importe, cet héritage ne choque pas grand monde. Il se met à choquer quand il s'agit de propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'on a l'idée, qui en même temps n'est pas tout à fait fausse, qu'une œuvre de l'esprit, qu'une création, qu'une œuvre d'art, une fois qu'elle a été produite, elle appartient encore, bien sûr, un petit peu à son auteur, mais elle appartient à la communauté universelle. Et c'est un peu ce qu'a dû penser Consuelo de Saint-Exupéry après la mort de son mari, en vendant les droits d'adaptation du Petit Prince à la Paramount en 1946, alors qu'ils appartenaient en réalité à la mère de l'aviateur, Marie de Saint-Exupéry. Que la Paramount a un contrat en bonne et due forme, mais du point de vue du droit français, ce contrat ne vaut rien, puisque la personne qui l'a signé, qui a vendu les droits, n'en avait pas le droit. Mais eux, les Américains, peuvent dire qu'au regard de la loi américaine et en fonction de l'époque, ils considèrent que c'est tout à fait valable et qu'ils ont payé. Donc c'est amusant. On part d'un pauvre aviateur qui se crache en 1944 et 65 ans après, on arrive à un conflit entre sa famille et une des plus puissantes majors du cinéma américain. En attendant, le dessin animé reste dans les cartons, tout comme une partie de l'œuvre de Borges que sa veuve refuse de laisser éditer dans la Pléiade. Théoriquement, le droit moral, c'est pas de l'économie, c'est juste un droit de vérifier qu'on respecte l'intégrité de l'œuvre. Mais en réalité, il y a des incidences énormes économiques parce que les héritiers des héritiers d'un grand écrivain peuvent dire « Ah non, top là, vous utilisez l'œuvre de ce grand écrivain, vous n'y avez pas droit, et donc on demande le retrait de cette œuvre du commerce. » Le petit-fils de James Joyce, lui, ne pourra bientôt plus rançonner les amoureux d'Ulysse puisqu'en 2012, son œuvre tombera dans le domaine public. Mais au vu des sommes en jeu, on comprend l'acharnement de la compagne de Stieg Larsson à récupérer les droits de Millennium et l'on comprend tout l'intérêt d'écrire aussi un testament. Emmanuel Pierrat, Olivier Picasso, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Céline Joly sur la polémique entourant ce que l'on appelle les ayants droit, c'est-à-dire ces héritiers qui souvent héritent de biens que l'on considère comme communs mais qu'ils gèrent de façon privée. Malheureusement, comme on dit, on n'hérite pas du talent et il y a eu quelques dérives mercantiles qui nous amènent à nous poser la question, les ayants droit ont-ils tous les droits ? Alors j'ai souhaité en parler avec vous. Vous, Emmanuel Pierrat, le droit, j'allais dire c'est vous, avocat, écrivain, éditeur, chroniqueur, et vous publiez Famille, je vous hais, les héritiers d'auteurs, c'est chez Houellebecq, et on a sur la couverture et à l'intérieur un certain nombre de noms, et en centre, je vois Picasso. Donc on aura certainement, je crois qu'il vous est consacré un chapitre intéressant, on y reviendra. Alors vous, je vous pose la question rapidement, les ayants droit ont-ils tous les droits ? Non, c'est un peu ce que j'essaie de démontrer. C'est-à-dire qu'ils s'arrogent tous les droits et en réalité, ils empiètent sur les droits du public, des lecteurs, des mélomanes. On va dire dans un trio classique. La veuve abusive, le fils, on va dire un peu vous êtes en face d'Olivier Picasso, vous faites attention à vos mots. Ouais. C'est ça. Je fais attention à ce que je dis. Et le gigolo avide. Globalement, c'est le trio de base. D'accord. Alors, on y reviendra parce qu'on étudiera tous ces cas. Vous, Olivier Picasso, vous êtes le petit-fils de Pablo Picasso. Vous êtes producteur multimédia.
conseiller en gestion pour Picasso Administration. C'est important parce que c'est la structure familiale qui gère les droits sur l'œuvre de Picasso. Le peintre le plus reproduit du monde et le plus copié peut-être même. Exactement. Voilà. Alors vous préparez un programme consacré à Pablo Picasso à l'occasion de 3 expositions de gravure de l'artiste qui auront lieu à New York en 2010, au MoMA, au Met et à la Marlborough Gallery. Alors vous, je vais poser une petite question un peu plus provocatrice qui est dans ce livre. Que pensez-vous de cette phrase? Vous voyez de qui elle est. Les héritiers d'artistes sont pour beaucoup devenus des ayants droit d'emmerder le monde. Oui, j'ai lu ça dans la préface du livre d'Emmanuel. Ouais. Ce qui est clair, et il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a des droits. Dans le droit français et ailleurs, on a l'héritage. Et dans le cas des artistes, on hérite de droits incorporels, qui sont notamment le droit de décider comment on va reproduire et représenter les œuvres. Alors maître, revenons à la base. Qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur et de quoi est-il composé? De 2 éléments, expliquez-nous rapidement. 2 éléments, mais on va dire que globalement, il y a un monopole d'exploitation, c'est-à-dire le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction d'une œuvre, et quand on autorise de toucher des royalties, comme on les appelle, donc pendant 70 ans après la mort de l'auteur. C'est d'ailleurs la durée qui pose un problème, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui gèrent en quelque sorte et touchent des royalties sur des auteurs dont ils sont les descendants, mais qui n'ont, ou alors dont ils sont d'ailleurs les petits-neveux de la cousine de la concierge, et donc ils n'ont aucune idée de la concierge. Mais il y a des cas célèbres, il y a des cas... Il y a le boléro de Ravel, ça, merci, voilà. Oui. Exactement, vous me le levez de la bouche, donc le boléro de Ravel, c'est vrai que c'est le cas emblématique, mais il y en a plein d'autres quand même. Fondamentalement, au-delà du droit, je pense qu'il y a un problème philosophique. C'est que les artistes touchent le public et le public les accapare. Or, imaginez qu'à un moment donné, des descendants proches ou lointains puissent se réserver un droit privé sur une œuvre, c'est difficilement acceptable parce que même dans le cas de mon grand-père, il appartient un peu à sa famille et beaucoup à tous ceux qui participent à son succès. Mais là, on est plus dans la morale que dans le droit. On est plus dans la morale, mais il y a le droit. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à la succession Picasso? Vous lui consacrez un très joli chapitre et où vous n'y allez pas de main morte, si je puis dire. La succession Picasso, elle est assez emblématique. D'abord parce qu'il n'y a pas de testament. Et puis, accessoirement, il a fait, on va dire que c'est un créateur et un reproducteur dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il fait des enfants avec dans plusieurs lits, avec plusieurs femmes. C'est un homme vivant. Et par conséquent, il sait qu'il va laisser derrière lui, on va dire, une certaine pagaille, parce que le droit reconnaît... Les enfants illégitimes, quoi. Voilà. Il y a un problème avec les enfants illégitimes, un problème au sens juridique, simplement. Donc, il va y avoir une sorte de foire d'empoigne, et puis après, la machine se met en marche. Parce qu'il y a un moment où le gâteau, quand on commence à le piétiner entre soi, eh bien, il finit par être moins florissant. Et donc, il faut le faire fructifier. Et puis, partir en marche avec éventuellement un contrôle de l'œuvre, ça je le reconnais parfaitement, mais éventuellement aussi des débordements. C'est-à-dire, par exemple, la tresse, une voiture. Vous savez très bien. Je savais bien qu'on allait parler de la Xara Picasso. Ah ben, évidemment. En plus, on a... C'est scandaleux pour vous? Non, mais dites-le. Ah oui, évidemment, je le trouve absolument scandaleux. Alors d'abord, je vais reprendre sur l'origine. La vie de mon grand-père a été émaillée par l'évolution du droit au XXe siècle. Pablo Picasso était espagnol. Le divorce n'existait pas en Espagne. Il veut divorcer de sa première femme, Olga. Il ne pourra pas. Il restera donc le papa de 3 enfants qu'il ne pourra pas reconnaître. Ce qui ne sera possible en France qu'à partir de 73. Il meurt en 73. La loi vient d'être promulguée. Et donc en 73, on voit apparaître 3 enfants qui sont légitimés. Et contrairement à ce qu'a pu penser Emmanuel, ni sa veuve Jacqueline, ni le fils légitime Paul n'ont contesté la décision. Ils ne peuvent pas. Mais ils le pouvaient. Ils le peuvent, mais enfin, ça n'aurait mené à rien. Ils le pouvaient, mais en tout cas, ils savaient qui étaient leurs frères et sœurs ou leurs beaux-enfants. Eh bien, dès le départ, ils sont tous d'accord qu'ils ont une mission, et que cette mission, c'est de donner à la France un musée que la France n'a pas. Car en 1973, la France n'a pas de musée Picasso et a très peu d'œuvres. On n'est pas ému par ça. Non, je suis moins ému par la boutique du musée, par exemple, qui fait... Mais ça, elle nous 400 000 € par an. Et ça pourquoi pas. Mais Emmanuel pense qu'on vend que des assiettes ou des foulards, alors qu'on y vend aussi beaucoup de livres dans cette boutique. On n'y vend pas de voiture, c'est vrai, je suis d'accord. Et pour revenir à la voiture... On va en venir à la voiture, Merci pour la transition. Et pour revenir à la voiture, il faut savoir que jusque dans la fin des années 80, on était sur le principe du droit d'auteur. Donc le droit d'auteur, c'est classique, c'est traditionnel, on reproduit, on paye selon un barème, un certain prix. Et on s'est aperçu, notamment en 98, que le nom de Picasso était plus seulement un nom, mais une marque. Et que 700 dépôts illégaux avaient eu lieu dans le monde, dans toutes les catégories possibles. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, on laisse faire, ou bien on agit? Et si on agit, on choisit le truc qui va écraser tout ça, c'est-à-dire un partenariat avec une industrie extrêmement importante qui possède des filiales dans le monde entier. Et devant certains systèmes juridiques qui auparavant disaient
vous ne faites pas de petites culottes Picasso, vous ne faites pas de chaussettes, pourquoi vous empêchez ce type d'en faire? Et bien à partir de ce moment-là, on dit, ben nous on fait C'est pour pas que la marque tombe en désuétude, ça vous voulez dire? Qu'elle tombe pas en désuétude et surtout qu'elle soit exploitée. Et on est passé de 700 à moins de 90 aujourd'hui. Et l'œuvre industrielle... Ça rapporte beaucoup d'argent? Ça rapporte beaucoup d'argent. On ne saura jamais? On ne saura jamais. 2 millions de voitures vendues, donc... Est-ce que c'est bien 100 € par modèle? Parle des royalties, pas du contrat initial. C'est ce que certains prétendent, mais moi, j'ai pas le droit de vous le dire. Mais, moi, j'ai le droit de le demander. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, à la limite, c'est plus de 2 millions de voitures, puisqu'il y a plusieurs voitures qui s'appellent Picasso. Oui. 2 millions de voitures à 100 €, ça fait 200 millions d'euros déjà. C'est pas mal pour sans le contrat initial. Juste pour les voitures, parce que là, c'est l'actualité la plus récente. On a Yoko Ono. Ah bah oui. Alors, je traite du cas de John Lennon. Citroën encore. Yoko Ono, voilà, exactement. Encore Citroën. Donc, puisque désormais, John Lennon fait la publicité pour Citroën. Bon. Ce qui est assez magique. Mais est-ce que vous critiquez Yoko Ono? Évidemment. Attendez, on a un décalage entre l'image que John Lennon a laissée, les discours humanistes, pacifistes, etc., et puis le comportement de la veuve. Et 30 ans plus tard... Elle a fait mettre Imagine, Peace, au début de la publicité. Mais 30 ans plus tard que Imagine serve à faire de la publicité pour Citroën, j'avoue que quand même la pilule a un peu de mal à passer, ou que quand j'écoute Imagine, vous donnez des chiffres maintenant pour j'ai les un gens. peu de difficulté quand même. J'imagine très bien le pot d'échappement. Alors Yoko Ono, c'est 200 000 $ par jour d'augmentation de ses revenus, c'est ce que vous dites dans votre... Exactement, mais donc, on est un quart des Beatles plus l'œuvre de John Lennon. Alors, affaire Picasso, en fin de compte, ça se réduit à cette histoire d'automobile. Ah non, attendez. Parce qu'il y a des choses que vous reprenez, je ne sais pas s'ils sont pas un petit peu limites dans votre livre, ce sont l'accumulation des fins dramatiques dans la famille Picasso. Vous parlez de Pablito qui se suicide, de Polo Picasso, le cancer, Marie-Thérèse Walter qui se suicide par pendaison, et Jacqueline Picasso qui se suicide d'une balle. Non, mais en mettant en relation avec l'intérêt, c'est pas de faire l'affaire tout en camon. Voilà. Hein. C'est pas de dire qu'il y a une malédiction. Voilà, non mais ça a participé à la légende, après la mort de Pablo. C'est vrai que ça ne facilite pas la lisibilité de la gestion d'une œuvre. C'est-à-dire qu'en gros, une fois le génie disparu, on a un certain nombre de dames, dont ma grand-mère, des grands-mères, etc., qui disparaissent. Et donc, ça crée autant à chaque fois, on va dire, de cascades. Olivier Picasso, qu'est-ce qui est passé? Parce que vous avez eu ce passage. Ça crée une dramaturgie, c'est clair. Mais il faut savoir que ma propre grand-mère, Marie-Thérèse ou Jacqueline, ne se sont pas suicidées à cause de la gestion de l'œuvre. Elles sont suicidées dans un acte d'amour par rapport à l'homme de leur vie qui avait disparu et la vie personnelle qui est devenue un peu terne. Mais c'est simplement que ça complique derrière le nombre de veuves. Oui, bien sûr. Non, mais Emmanuel Pierrat, c'était juste, simplement, je revenais sur un passage de votre livre où on aurait pu craindre qu'il y ait un lien, vous l'avez dit, une sorte de malédiction, et c'était bien, Olivier, que vous le remettiez. Les légendes ont la vie dure. Et dans le cadre de Pablo Picasso, on est dans le cadre de l'exceptionnel. Sa vie, son œuvre, ses amours, sa descendance, son héritage, tout ça, ça n'est pas banal. C'est le pouvoir, c'est le talent, c'est le génie, c'est le sexe, c'est l'argent, et tout ça ne peut pas laisser indifférent. Donc évidemment, lorsqu'on a une thématique aussi large, on ne peut qu'y trouver son bonheur. Et c'est le cas d'Emmanuel qui a trouvé... Voilà, donc c'est comme ça que les légendes se créent. Juste une petite question incidente. Le musée Picasso rouvre quand? Il ouvre au printemps 2012. Il sera agrandi pour exposer les œuvres qui, depuis très longtemps, restent dans les réserves, qui font partie de la nation et qui n'ont jamais été montrées. On aurait pu, il y a énormément d'exemples qui se trouvent dans ce famille Je vous hais, les héritiers d'auteurs chez Houellebecq. Je vais me permettre de vous faire à chacun un petit cadeau, c'est dans une collection qui s'appelle André Versailles Éditeur. L'un s'appelle L'Héritage, c'est de Maupassant, et l'autre de Rilke, c'est sur Rodin. Vous me permettrez de vous offrir celui sur Rodin, vous me permettrez de vous offrir celui sur l'héritage. J'ai juste une dernière petite chose également à dire. Ce magazine Books, on vient de manier des centaines et des millions d'euros. Et il faut savoir que dans la presse aujourd'hui, des magazines meurent parce qu'il manque de quelques milliers d'euros. Voilà. Alors allez dans votre kiosque, soutenez Books. Ce sont de ces livres qui n'ont pas encore trouvé leurs héritiers, si je puis dire, et ni leurs ayants droit. En tout cas, messieurs, je vous remercie. Je rappelle quand même, pardon Emmanuel. C'est publié chez André Versailles Éditeur. Voilà, Accusé, Baudelaire, Flaubert, levez-vous, chez André Versailles Éditeur. Messieurs, chers ayants droit et maîtres, merci beaucoup. Chers maîtres et chers artistes qui devaient faire votre testament, je suis désolé. Donc, merci encore. Ma fille écoute.